suis tombé dans le piège de l'argent facile en fait. De là où c'est parti, c'est vraiment quand je t'ai appelé, je t'ai dit mais frérot, viens, on lance un truc à deux. Et du coup on s'est posé, on s'est dit ok, est-ce qu'on n'irait pas confronter les parents pour dire ok on arrête les cours. Il n'y a pas vraiment un système qui est présent pour faciliter en fait la vie des freelances. Si tu personnalises plus tes messages en 2025, mais plus personne va te répondre. Après on s'est dit en fait il y a de plus en plus de freelances qui vont être présents en 2025. Que notre projet en fait on compte le sortir. Bienvenue à tous dans cette toute première vidéo YouTube. Donc voilà, c'est la première fois qu'on fait une vidéo YouTube ensemble et de notre vie. Donc ça nous fait assez bizarre. Honnêtement, en fait, on a préparé une petite feuille avec les petites questions, notre ligne directrice en fait pour ce format podcast. Donc voilà, pour cette chaîne en fait, on a décidé de créer cette chaîne tout simplement pour parler en fait de notre projet, pour parler de l'avancée de notre projet et pour en fait vous retransmettre notre authenticité, nos valeurs, etc. Et voilà, il y aura plusieurs formats en fait sur cette chaîne. Ouais, donc on va faire des vlogs, on va faire aussi des vidéos avec énormément de valeur, pas des vlogs influenceurs où on va montrer des voitures, etc. Non, ça va être vraiment beaucoup de valeur, une journée banale dans notre vie avec notre productivité, etc. Si on se plante, on va vous montrer. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et voilà, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de répondre on va dire, à vos questions sur notre projet un peu. Et aussi retransmettre un peu le parcours. Donc déjà on va commencer un peu par se présenter parce que vous nous connaissez peut-être pas, on est frères et on n'a pas le même âge et du coup il va se présenter un peu pour retracer un peu son parcours. Donc voilà, moi je m'appelle Mathias Chaplon, bon toi tu me connais déjà mais je te connais déjà. Mais voilà, j'ai 20 ans. En fait j'ai un parcours vraiment très classique. Voilà, j'ai passé par le collège, j'ai eu mon brevet, bac, pareil ça s'est assez bien passé. J'ai eu mon bac. J'ai eu un cursus aussi où j'étais sportif de haut niveau, donc je suis passé par un centre de formation après mon bac. C'était assez compliqué, je vous mens pas, parce que j'étais vraiment archi focus pour être vraiment handballeur professionnel et pas du tout dans les cours. Donc à côté du handball que je faisais en centre de formation, je faisais du coup un bachelor en marketing, mais je vous mens pas, j'allais jamais en cours. Vraiment c'était très très compliqué de tenir la route entre les cours et le hand. Toi tu le sais. Il y a beaucoup de compètes en plus dans ce domaine-là. Voilà, il y a beaucoup de compètes. Après c'est pas comme le foot non plus, où le foot il y a vraiment énormément de concurrence, etc. Mais c'est très compliqué. Et en fait tout simplement j'ai décidé d'arrêter en fait ce parcours-là et ce parcours en centre de formation parce que ça me plaisait plus. Le truc c'est que je me suis rendu compte peut-être un peu tard, j'avoue, à 19 ans, que en fait ça me plaisait plus en fait cette routine d'aller tous les jours à l'entraînement. De vraiment, en fait sur le long terme ça allait pas forcément j'allais pas forcément être heureux sur le long terme avec cette activité là. Donc voilà, c'est cool que je me sois rendu compte de ça, mais voilà, j'étais un peu triste sur le moment parce que voilà, être handballeur professionnel c'est un peu mon rêve. Mais du coup après j'ai fait du coup mon petit retour à la maison. Voilà, après pour parler un petit peu de mon parcours handball, vraiment je me suis fait des amis incroyables, vraiment. Mes amis là-bas, ouais, c'est dur de les lâcher, franchement c'est très compliqué, mais voilà, faut le faire quand c'est pour on va dire prendre un autre parcours, prendre un autre chemin, mais dans tous les cas je les revois souvent, c'est toujours top. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Je te laisse toi aussi te présenter parce que voilà, moi je te connais mais pas tout le monde te connaît aussi, donc voilà, vas-y. Moi voilà, je me présente, Grégoire Chaplon. J'ai fait un parcours totalement classique, j'ai fait le collège, je suis allé du coup directement en études de bac pro électricité parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé, donc j'étais vraiment le mauvais élève au fond de la classe. Même toi tu sais, c'était assez compliqué en cours. Je suis pas très très bon, je suis pas très scolaire, j'ai jamais su tenir un peu sur une chaise quand c'était pour écouter quelqu'un, je voyais pas trop l'utilité et du coup je suis allé en bac pro électricité. Bon, ça me correspondait pas forcément, mais c'était vraiment pour avoir une sécurité d'avoir un bac pro. Et après le bac pro, j'ai fait directement un BTS dans la maintenance qui m'a pas du tout plu. J'ai vu que c'était pas ce que je voulais faire au long terme, comme toi, handballeur, c'était pas ce que tu voulais faire. Et il faut vraiment se projeter et s'écouter et se dire, ok, est-ce que je vais faire ça pendant 40 ans? Ça, c'est super important. Et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit non.
c'est pas possible. C'est impossible, ouais. Ouais, même toi, tu me le disais tout le temps, hein, je m'en rappelle. Du coup, compliqué. C'est impossible. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter les cours, mais pour un projet qui était plutôt concret. Donc, on va vous parler pourquoi on a arrêté les cours aussi, parce que sinon, si on n'avait pas eu ce projet, bah, j'aurais pas arrêté les cours. J'aurais quand même continué pour, on va dire, cet aspect sécurité. Et voilà, donc pour du coup vous dire pourquoi on a arrêté les cours, Mathias il va un peu vous expliquer un peu notre parcours business, par où on est passé, parce que faut savoir qu'on s'est toujours intéressé au monde du business, de l'entrepreneuriat, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Il y en a de plus en plus qui sont de plus en plus jeunes en fait qui s'intéressent à ça. Nous, je sais qu'il y a des personnes qui nous parlent, qui nous disent bah voilà, moi je m'intéresse en fait au business depuis que j'ai 13 ans. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et t'as de plus en plus de personnes comme ça, donc c'est top. Mais nous, pour parler un peu plus de nous, en fait, on s'est intéressé en fait au business vraiment quand on avait toi peut-être 15 ans et moi peut-être 16-17 ans. Ouais, toi c'était le trading un peu. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je me suis intéressé au trading. Bon, j'ai fait l'erreur de faire du copy trading. Je me suis renseigné là-dessus et ça n'a pas du tout marché. Le truc, c'est qu'il fallait être vraiment à la seconde près pour copier le trade. Et en fait, j'apprenais rien. En fait, j'apprenais rien du tout. Vraiment, c'était pourri, hein, pour pas donner d'autres mots. C'était vraiment pourri. Après, ça marche, hein, du copy trading, mais c'est rare, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y en a, ça marche, hein. Et puis même, après, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui font de l'affiliation, où en fait, tu vas investir une telle somme et après, eux, ils vont prendre un pourcentage de la somme que tu as investie par un lien, etc. Bon, moi, je trouve ça pas ouf. C'est mon avis perso. Donc, pour revenir en fait à ce qu'on a fait après tous les deux. Donc, toi, je sais, peut-être avant de parler de ce qu'on a fait tous les deux, toi, tu pourrais me parler un petit peu de toi, ce que tu as fait aussi. Ouais, moi, j'ai fait pas mal de dropshipping pendant, on va dire, 7 mois. Donc, je me suis un peu cassé la gueule avec toutes les boutiques que j'ai lancées. J'ai gaspillé vraiment énormément d'argent pour ce projet. Mais voilà, j'étais à fond. C'était quand déjà? C'était en première, il me semble. Ouais, franchement, j'étais dépité. Et en plus, ça m'avait vraiment mis mal, quoi. C'était vraiment un business, toute première expérience vraiment terrible. Mais du coup, j'étais vraiment dans ce business. Je dis pas qu'il est saturé ou quoi. Je pense qu'il y a des stratégies qui marchent. Très compliqué. Mais c'est très compliqué maintenant. Là, on a vu le challenge de Yomi Denzel. Ouais, c'est assez marrant comment il fait polémique parce que je me dis, en fait, les gens, ils le prennent pour un arnaqueur. Après, libre à eux de penser ce qu'ils veulent et peut-être que ceux qu'ils ont acheté, nous on n'a pas acheté sa formation, mais libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais moi je pense que c'est comme dans tout, en fait, il y a des personnes qui vont réussir plus que d'autres. C'est sûr qu'il y a un pourcentage qui est faible, je dis pas, je pense qu'il y a un pourcentage qui est faible de réussite avec sa formation. Je pense qu'elle est à 700 ou 800 euros, je sais plus ce qu'il disait, on n'a pas trop suivi son challenge, mais c'est sûr qu'il va y avoir un pourcentage de réussite qui est faible, mais je pense que ceux qui vont réussir seront ceux qui, certes, il y a peut-être une petite part de chance, peut-être d'opportunité au bon moment, où voilà, ça, on va dire, ton site y pète, t'as des ventes au bon moment, etc. Ok, avec mais t'as surtout, avec le bon produit, c'est sûr, mais t'as surtout cette part de en fait travail où le mec vraiment va taffer à mort pour réussir tout simplement et pour vraiment rentabiliser déjà la formation, parce que pas tout le monde peut se permettre d'acheter cette formation à 800 euros ou 700 euros. Et c'est dommage en plus. Le problème, c'est que maintenant tout le monde dit il faut 1 heure de ton temps pour réaliser 10 000 euros par mois, mais c'est impossible. Maintenant, c'est du bullshit. Hein, mais c'est du bullshit, mais carrément. Mais en plus, les mecs qui critiquent Yomi Denzel, il dit 1 heure par jour, tu peux faire, mais. On peut pas le critiquer, ce mec, parce qu'il a fait un challenge de 5 jours où il restait 4 heures en live, il retenait l'attention des personnes sans vraiment bégayer. Mais c'est abusé. C'est un putain de monstre, ouais. C'est un putain de génie. Mais du coup, pour revenir un peu sur le parcours, après, je me suis intéressé à tout ce qui était OFM, qui était pas du tout éthique selon mes valeurs. Après, il y a des gens qui performent, etc. Et je critique pas vraiment ce business parce qu'il en faut bien. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment pas éthique. Et du coup. Et heureusement que je t'ai sorti de ça, parce que c'est moi qui l'avais. Pour la petite anecdote. C'est moi qui l'avais en fait appelé pour lui dire mais frérot, qu'est-ce que tu fous, genre vraiment qu'est-ce que tu fous à te lancer dans l'OFM, vraiment genre arrête ça. Et du coup c'est là où on a commencé le parcours tous les deux. Donc vraiment c'est vraiment de là où c'est parti, c'est vraiment quand je t'ai appelé, je t'ai dit mais frérot, viens, on lance un truc à deux, mais sors, par pitié, sors de là. Vraiment comment je sais pas moi, même si voilà, on va dire que moi c'est mon avis personnel, mais même s'il y a des gens qui vont dire moi je fais de l'argent, c'est le plus important, c'est ça qui fait le bonheur, etc. Mais
en vrai, voilà, à quel prix? À quel prix tu fais ça? Comment tu vas expliquer à tes beaux-parents? Comment tu vas expliquer à ta copine que tu fais ça, qu'en fait... Enfin, moi, je trouve que c'est pas éthique. Perso, je trouve que c'est vraiment pas éthique. Et puis, la manière dont tu vas l'expliquer, bah, en fait, je vais dire carrément, ouais, je fais du business, quoi, c'est tout. je vais pas dire, bah, je fais de l'OFM. Qu'est-ce que l'OFM? Bah, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, ou tu vois. Mais voilà. Je suis tombé dans le piège de l'argent facile, en fait. C'est vraiment ça. Je me suis dit, vas-y, bah, c'est l'opportunité de l'année, personne n'en parle. Et vraiment, c'était la pire idée. Et du coup, lui, il rentrait, il ouais, avait genre, pris en fait, décision. voilà, j'avais pris ma décision, du coup, d'arrêter le hand pour un niveau professionnel. Mais du coup, plus là maintenant, j'en fais en fait plus pour le plaisir. Voilà, j'en fais à un bon niveau, mais vraiment plus pour m'amuser, pour pas me prendre la tête avec ça, pour faire mes entraînements. Voilà, je rigole avec mes amis, etc. Mais voilà, maintenant c'est plus cool et je suis rentré du côté de ma famille et c'est cool. Et du coup, bah, pendant que j'allais rentrer, on s'est dit, bah, vas-y, bah, frérot, viens, on commence un truc à deux. Là, il y a les vacances qui arrivent. Donc là, je parle de ça, c'était en juin, du coup, 2024. Fin mai, début juin 2024. Et on s'est dit, mais vas-y, viens, on lance un truc à deux. Faut vraiment qu'on rentabilise les vacances. Moi, j'ai envie de me payer les vacances avec mes potes. Et à ce moment-là, j'avais pas de sous. Donc, on s'est dit, vas-y, allez, let's go, frérot. Et du coup, tu peux expliquer d'où c'est parti assez brièvement, du coup. En gros, je m'étais un peu renseigné sur tout ce qui était marketing digital. Voilà, brièvement, on va dire, c'était du marketing digital sur les réseaux sociaux. On vendait des produits sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et on a fait pas mal d'argent de juin à août. Et en fait, on a eu une vraie réflexion sur est-ce que cette activité va être long terme. C'était vraiment ça. Ouais, en vrai, c'était surtout le truc la où réflexion. on se disait, mais en fait, ce truc est court terme. Mais en fait, quand on a réussi à faire un petit peu d'argent, je dis pas, ça a un petit peu marché, on a réussi à se payer nos vacances. On s'est dit, mais vas-y, frérot, viens, on stop. On voit pour faire autre chose, pour se rentraîner, pour vraiment faire un truc qui est vraiment long terme. On se dit, vas-y, si on réussit, on lâche tout et let's go et on part pour une aventure. Donc, du coup, on a commencé à se renseigner sur les business un petit peu, sur quoi on pourrait se lancer. On n'avait pas trop d'idées au début. Puis après, on s'est renseigné et en fait, le consulting. Donc le business de consulting, donc en gros le business, donc voilà, du coaching en ligne. On s'est renseigné là-dessus. En fait, on a vu que ça arrivait de plus en plus, qu'il y avait de plus en plus de personnes, hein, c'est ça, qui se lançaient sur les réseaux sociaux et qui pouvaient gagner leur vie grâce à ça. Donc on s'est dit, incroyable, franchement incroyable. Et plus on se renseignait, plus ça nous intéressait et plus ça nous passionnait. Et on s'est dit, et on s'est niché en fait. On s'est dit, voilà, pourquoi pas en fait aider les personnes à lancer en fait leur propre business en ligne, aider les personnes à vraiment avoir des revenus en fait passifs, aider les personnes même à sortir du salariat s'ils aiment pas leur taf, ou aider les personnes encore à en fait trouver un truc qui les passionne vraiment. Et au début, en vrai, je te mens pas, c'était assez compliqué parce que même nous, on se posait la question, on se disait, mais en fait, on n'a pas réellement de compétences là-dedans, on n'est pas légitime de se lancer. En fait, c'était vraiment le syndrome de l'imposteur. En fait, syndrome de l'imposteur. Vraiment, c'est cliché, hein, mais c'est vraiment syndrome de l'imposteur où, enfin, moi, perso, je me disais, mais comment en fait, voilà, comment, voilà, avec mon frère, on peut faire ça, tu vois. Donc après, tu peux parler de ce qu'on a fait par la suite, voilà, on a continué les cours. Ouais, de toute façon, on a continué les cours justement. Là, c'était la période où on avait commencé. Du coup, c'était la rentrée. Ouais, il me semble que c'était vers la rentrée. Enfin, c'était fin août. Et du coup, on a attaqué les cours et on voyait qu'on pouvait vraiment pas avancer sur ce business parce que on avait les cours du 8h 18h. Du coup, il fallait après taffer jusqu'à, on va dire, minuit, se lever à 5h. Et en fait, tout est parti d'un truc quand on a arrêté les cours. C'était après les vacances. J'avais taffé comme un malade un jour et j'ai fait un espèce de malaise vagal et je suis rentré chez moi. Ah mais vraiment, histoire vraie, c'est un truc de malade. Je suis rentré chez moi et je me suis dit putain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, parce que notre business il avançait pas. On a vu pendant les vacances du coup scolaires que le business il avançait de fou. On réfléchissait à des idées qui étaient quand même innovantes. Mais oui, vraiment. Et c'était un truc de malade. Et du coup on s'est posé, on s'est dit ok, est-ce qu'on n'irait pas confronter les parents pour dire ok, on arrête les cours. Et du coup, en fait, vu que ça commençait à marcher, en fait, voilà, les parents, on va pas vous mentir, hein, je pense qu'il y en a un bon nombre dans notre cas. En fait, les parents, en fait,
il y a eu Défoncé. ouais, voilà, ils nous ont défoncé en fait. Il y a eu- pour pas dire d'autres mots, en vrai, vraiment, ils nous ont embrouillés, on s'est embrouillé fort. Ouais. Et puis en fait, après une réflexion de leur part et même une réflexion de notre part, où en fait on s'est dit pourquoi pas en fait leur expliquer vraiment à 100% ce qu'on fait. Et maintenant en fait ils nous aident au quotidien, mais entre temps du coup il s'est passé plusieurs choses parce qu'on a eu une meilleure idée que ça. On a trouvé en fait on a trouvé une autre alternative au business en général. Et du coup, moi j'aimerais que aussi tu nous parles du coup, voilà, là c'est 2025, c'est la nouvelle année. J'aimerais que tu nous dises du coup ce que tu en penses du consulting, du business de consulting, donc de coaching en ligne en 2025 et pourquoi on a arrêté du coup ce business-là parce que du coup actuellement on est sur un autre projet. Donc déjà de une, le business de consulting, on sait que ça marche sur plein de niches différentes, comme les coachs sportifs, etc. C'est un business qui est super intéressant en vrai. Les gens ils transforment d'autres personnes, une transformation physique. Incroyable. Franchement, super intéressant. Mais le problème de notre niche, c'était qu'on coachait ce genre de coach qui coachait des gens à perdre du poids, par exemple. Et du coup, ça fait des coachs de coach. Et pour nous, si vous vous renouvelez pas, si vous restez sur vos stratégies, si vous n'arrivez pas à avoir un apprentissage continu, au final, vous allez arriver à une saturation et au final, vous allez voir que votre business, il dégringole. C'est comme, on voit plein de business sur Internet, je vais pas citer de nom, mais je veux dire de grands entrepreneurs. Et ça chute, mais c'est un truc de fou dans le consulting. C'est en train de chuter et pourtant, ils le montrent pas trop, mais nous, en fait, on arrive à le voir, que ce soit dans leur marketing, en fait. Ils pivotent. En fait, ils pivotent, ils arrivent pas forcément à se renouveler bien comme il faut. Ils voient que, en fait, les personnes, elles sont de moins en moins prêtes à payer une somme on va dire considérable, vraiment importante pour en fait se lancer dans un truc qui est en fait pas certain non plus. Il faut que la personne elle soit prête autant que la personne qui forme à faire les efforts pour réussir, parce que si la personne fait pas les efforts, il y a rien qui va se passer, c'est pas magique, c'est pas comme ça, même si du coup il y a énormément de personnes qui vendent ça comme un peu de la magie sur les réseaux sociaux, qui disent voilà, vous pouvez faire 5-10 000 euros par mois en moins de 90 jours, en tant de jours, avec des promesses. Ça, c'est la promesse classique. De partout, vraiment, maintenant sur Instagram, on voit que ça, des promesses vraiment à tout va. Et le problème, c'est que même si. Et ça aussi, ce qui est dommage, c'est que maintenant, même s'il y a des personnes qui vont se bouger, les résultats vont pas forcément être là, en fait. Ouais, mais totalement. Et ça peut en frustrer plus d'un. Donc ça, on comprend. Et pour nous, en fait. Pour moi, personnellement, en fait, je sais pas toi, mais je trouve que en 2026, limite, ça va être tellement saturé ce marché-là. Il va y avoir des coachs de partout sur Instagram, de partout sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, pareil, c'est en train de se développer de fou. Et en fait, il va y avoir des coachs vraiment de partout. Et ça va être, ça va être beaucoup trop saturé. Et donc, c'est là où, en fait, d'avoir un bon personal branding, ça va être hyper important. Mais bon, ça, on y reviendra après. Et c'est pour ça qu'on a pivoté en vrai, c'est parce que c'est, on va dire, cette saturation qui nous a mis un peu à l'œil pour voir si ce business va être pérenne ou pas. Ouais, long terme. Après, nous, on cherchait vraiment aussi cette idée de vraiment un truc long terme. Ça, c'était vraiment trop important pour nous. Et vraiment, c'est même pas on était matrixés, mais on voulait un truc où on se dit, mais gros, je veux vraiment l'idée de une idée de dingue, ou une idée où on soulève un vrai problème, où on peut aider vraiment des milliers de personnes, et un business ou une idée où on se dit mais en fait un truc actuel en fait vraiment qui peut se renouveler aussi, voilà, qui soulève une vraie problématique et qui est vraiment dans l'actualité, qui peut on va dire se renouveler tous les ans, même futuriste en vrai et même futuriste. Ça on rentrera dans les détails plus tard. Parce que voilà, on va pas dévoiler toutes nos idées directement. Notre projet il commence à... il est en cours de construction. Ouais, voilà, il commence à... Et du coup, pour parler aussi de cette année 2025, il y a beaucoup de trucs qui vont marcher, on va dire des trucs qu'on va devoir adopter en 2025 et même en 2026. Il y a beaucoup de trucs on va devoir s'adapter, et même énormément de choses où, en fait, qui marcheront plus, en fait, tout simplement. Et ça, il y a un bon nombre d'entrepreneurs ou d'infopreneurs qui ont du mal à l'assimiler. Donc j'aimerais avoir ton avis, toi. Qu'est-ce qui pour toi marchera, qu'est-ce qui pour toi marchera plus, dis-moi un petit peu.
déjà pour moi, de une, on y reviendra plus tard, mais avoir une brand solide, ça va être vraiment l'avenir. Et un truc qui marchera plus, c'est le setting qui sont pas personnalisés. On voit trop de copier-coller des personnes qui disent salut, ça va, genre les trucs, on s'en fout, je sais pas quitter en fait. Je vais pas répondre. Je vais pas répondre. Et c'est ça en fait, ça manque d'originalité. Ton message il est cramé et si tu as une mauvaise brand, au final, il y a rien qui tient à la route. Comme on dit toujours, tout est lié, que ça soit ta brand, ton setting et même ça soit ton closing aussi. Mais du coup, ce qui va être super important, ce qui va plus marcher, ça va être le setting qui manque de personnalisation. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais ouais, mais en vrai, expérimenté. Déjà, pour moi, deux choses. C'est que déjà le personal branding il va être indispensable dans le sens où déjà Iman Gadzhi, je sais pas si toi t'as regardé la vidéo du coup d'Iman Gadzhi il y a pas longtemps, mais lui-même l'a dit, en fait le personal branding ça va être un incontournable en 2025 parce que en fait il va y avoir tellement de concurrence, il va y avoir de plus en plus de concurrence que si t'as pas une bonne brand, mais en fait tu vas sombrer, en fait ton business il va plonger et au final, en fait, il va y avoir un abandon. Et c'est pas ce qu'il faut. Le truc, c'est que si tu as une bonne brand, que tu la construis étape par étape, et dans tous les cas, la brand, elle se fait vraiment étape par étape. C'est progressif, de toute façon. Et c'est progressif. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va marcher, ce qu'il va falloir adopter. Et si vraiment tu as cette image de marque personnelle, cette petite touche personnelle à toi, et même aussi cette authenticité, être soi-même, et retransmettre ça à travers les réseaux sociaux, mais en fait, ça va dérouler derrière. Et aussi, pour parler du setting, par exemple, moi je trouve que je suis d'accord avec toi dans le sens où en fait, si tu personnalises plus tes messages en 2025, mais plus personne va te répondre. Le problème, c'est que je comprends en fait ces personnes qui essayent de recruter les meilleurs setters, etc. Et c'est de plus en plus dur de trouver des setters qui sont vraiment qualifiés. Parce que s'ils personnalisent pas les messages, qu'ils essayent vraiment pas de comprendre en fait le prospect, de comprendre ses besoins, et vraiment de jouer sur le côté émotionnel où en fait on se dit moi je suis vraiment dans un but où je veux t'aider et pas dans un but où je veux te retirer de l'argent, je veux faire mes profits, je veux faire mes gains à tout prix. Mais si tu as cette mentalité là, mais tu fonces droit dans le mur, mais surtout en 2025. T'es foutu. Déjà qu'en 2024, à mon sens c'était pas la bonne méthode, mais là en 2025 tu fonces dans le mur, il n'y a plus personne qui va répondre, vraiment ton taux de conversion il va être vraiment faible, ça va être abusé. Et le truc, c'est que même si je comprends que ce soit chiant, moi je sais, et nous on l'a fait, c'était horrible. De faire du setting, de faire de la prospection, même si je sais que c'est chiant d'envoyer tant de messages par jour, etc. Mais en fait, la personnalisation, c'est vraiment la petite touche personnelle. Et les gens, même eux, ils le ressentent en fait. Dans le message, ils le ressentent que tu es vraiment là dans un but sincère. Si tu personnalises ton message à fond pour être là dans un but sincère, le prospect va le ressentir et va répondre naturellement. Et là, en fait, la conversation va dérouler comme ça. Donc, vraiment pour moi, le setting, si tu personnalises pas ton message, si t'es pas authentique, si tu joues vraiment pas sur le côté émotionnel, que tu ressens vraiment les douleurs de ton prospect, sinon tu vas foncer droit dans le mur et c'est pourri. Ah mais je suis d'accord, dans tous les cas, le prospect, t'as un mec, c'est un humain en face de toi. Ça veut dire que si tu vas lui dire, si tu vas te dire à toi-même, je veux de l'argent, je veux faire de l'argent, et pas dire je veux l'aider à par exemple transformer son physique, au final il va le ressentir et ça va être malsain et au final il va plus te répondre quoi. C'est comme ça que ça marche. Si t'as une mentalité et dire je vais vraiment aider les gens, ça va être game changer pour ton business et tu le verras, tu vas le ressentir même dans tes conversations et c'est normal. Mais le truc c'est qu'en plus c'est que c'est valable dans tous les business, que ce soit vraiment du consulting comme on faisait avant et que ce soit dans du dropshipping, mais que ce soit de partout en fait. Si vraiment c'est de la prospection pour vendre ou c'est de la prospection vers une vidéo YouTube ou autre, vraiment avoir ce truc de être authentique, vraiment personnaliser son message, vraiment faire ressentir à ton prospect que t'es là pour lui, t'es comme lui en fait, t'es un humain, que t'es là juste pour parler avec lui au début et après voir en fait si la conversation elle se déroule bien, si vraiment il a un besoin, et d'essayer de subvenir à ses besoins, mais voilà, donc je trouve que ça va être un incontournable de rester authentique et de personnaliser en fait
tous ces messages. Donc, Et aussi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un manque de proximité avec le prospect, que ce soit dans les gros entrepreneurs. Souvent, ils laissent de côté les prospects. Ça veut dire qu'ils laissent leur closer, leur setter, même leur coach faire tout le travail à leur place, et il manque ce côté de proximité. Ça veut dire, par exemple, Yomi Denzel, tu n'as pas un contact direct. Je peux comprendre qu'il sort de l'opérationnel pour chiffrer beaucoup plus, qu'il n'a pas le temps, mais je pense, même nous, dans nos valeurs, ça va être quelque chose qu'on est obligé mais qu'on va retransmettre en fait, parce qu'on veut être proche du prospect. C'est quelque chose qui est incontournable pour moi d'avoir cette proximité en fait. Ça attire la confiance, parce que si tu es avec un coach que tu connais pas, mais le head on va dire de l'offre c'est Yomi Denzel, je vois pas trop d'intérêt en fait. Ouais, c'est ça, parce que le truc c'est que t'as aucune proximité avec cette personne-là, à part si tu réussis, si tu chiffres de fou, après, etc. Preuve sociale. Que ce soit des mentors ou même d'autres personnes qui t'aident à scaler un business, etc. Le truc, c'est que en fait, tu n'as aucune proximité avec eux. Ils vont pas forcément te parler. En fait, pour eux, tu es juste un client de plus lambda. Et même si c'est dur, on comprend totalement que voilà, eux, ils sont sortis de l'opérationnel depuis longtemps, qu'ils n'ont pas envie de se soucier et qu'ils perdront énormément de temps en fait, à aider chaque personne, à répondre aux messages de chaque personne. Le truc c'est que en fait il y a énormément de personnes qui peuvent se sentir en fait délaissées, comme une personne de plus pour ce business là, ou voilà, totalement comme tu l'as dit en fait, délaissé par ces personnes là. Donc c'est vrai, hein. Donc c'est sûr que tu as soulevé un point vraiment. Après voilà, moi je pense que aussi je suis d'avis que nous on n'en est pas encore à cette étape là, et peut-être que si plus tard on est à cette étape là où on aura délégué en fait la quasi totalité de notre business, peut-être qu'on se dira mais en fait on a plus du tout le temps de répondre à nos clients ou autre, mais juste faire par exemple je sais pas, un live par semaine, tu sais, de 1 heure juste pour la proximité, échanger, etc. Je pense que c'est quand même important. Après, ça, c'est mon avis. Je pense aussi bien que plus tard aussi, on dira que là, on a dit de la merde sur le podcast. Oui, après, c'est sûr que notre avis peut changer. Hein. Il y a vraiment... donc voilà. Donc pour changer un petit peu de sujet, je trouve ça cool qu'on parle un petit peu de toutes les personnes qui s'expatrient, que ce soit à Dubaï, à Bali, en Thaïlande. On sait que la mode, entre guillemets, c'est vraiment de s'expatrier du coup en Thaïlande, à Bali. J'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu en penses de tous ces gens-là, parce que je sais que nous... On regarde beaucoup de lifestyle. Voilà, on regarde beaucoup de lifestyle. On sait que nous, on aimerait bien s'expatrier si on y arrive, et si notre projet marche bien. On aimerait bien tenter l'expérience, donc dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Alors moi je trouve que c'est déjà super on va dire intéressant, que ça soit au niveau de la fiscalité, mais au-delà de ça c'est plutôt le réseautage qui est super intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Bali, déjà la mentalité là-bas, on a parlé avec un petit entrepreneur là qui est sur Bali, il nous a expliqué un peu qu'il y avait des espèces de coworking avec plein d'entrepreneurs que tu pouvais échanger, et je trouve ça super intéressant en fait. On voit qu'il y a plein de Français à Bali qui sont expatriés, et c'est vraiment ce système de réseautage. Et Dubaï, c'est un autre niveau où vraiment c'est des personnes qui ont faim d'argent. Et je sais pas ce que tu en penses, mais oui, tu m'avais dit qu'il y avait 2 paliers, et franchement c'est vraiment ça quoi. En fait moi je suis vraiment d'avis qu'il y a vraiment 2 paliers entre par exemple les personnes qui vont à Bali ou en Thaïlande et les personnes qui vont à Dubaï. En fait moi je trouve que ce premier palier en fait c'est les personnes qui ont un business qui sont en train de construire, les personnes qui n'ont pas encore leur business, qui sont explosés, et en fait ils s'expatrient à Bali. Moi je pense parce que déjà en fait déjà la vie est pas chère, il y a un bon réseau, franchement le cadre de vie est incroyable, franchement c'est vraiment top. Mais moi je trouve qu'il y a un autre niveau, c'est de s'expatrier à Dubaï. Je trouve que c'est un autre niveau parce que déjà on va pas se mentir, même nous on était dans les gens en fait qui pensaient que Dubaï c'était vraiment quelque chose pour les riches, quelque chose vraiment on va dire vraiment un lifestyle qui est vraiment mauvais. Vraiment énormément de préjugés comme toutes les personnes ont de Dubaï, la plupart des gens ont de Dubaï. Mais moi je suis vraiment maintenant d'avis que en fait les personnes où leur business est en train d'exploser, ou qu'en fait ils ont vraiment envie de se créer un réseau, et ils s'expatrient à Dubaï, et c'est incroyable parce que
là-bas, à Dubaï, on a vite compris qu'en fait, les personnes, elles sont. En fait, le lifestyle là-bas, même le réseau que tu peux te faire, en fait, t'es que avec des personnes qui sont meilleures que toi. Meilleur que toi, ouais. Elles peuvent que te pousser vers le haut, que t'apporter. Et on l'a vu avec énormément d'entrepreneurs qui ont explosé là-bas, qui sont partis presque pas de rien du tout, mais qui sont partis avec pas beaucoup et qui sont au final maintenant très accomplis parce qu'en fait, elles ont rencontré les bonnes personnes, elles ont eu des opportunités. Je dis pas, hein, en parallèle, ces personnes-là avaient un potentiel incroyable et sont très fortes, mais voilà, il y a des opportunités là-bas, il y a des personnes qu'on peut rencontrer qui peuvent changer notre vie, vraiment. Ouais, c'est vrai. Et moi, vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis vraiment de cet avis-là. Et vraiment, pour moi, c'est un autre level dans le sens où, même si la vie, elle est chère, bah, c'est sûr, hein, la vie, elle est chère. Et même, bah, les gens en général aussi, ils y vont pour pas payer les impôts, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment ce truc de se bâtir un réseau. Voilà, les personnes, en fait, elles sont. Vraiment, c'est très enrichissant de parler avec les personnes là-bas. Et en fait, ça peut que nous pousser vers le haut, en fait. Ah, mais c'est sûr, Tu mais peux que apprendre vraiment des leçons de chaque personne en fait que tu rencontres ouais, et en mais fait ça peut te faire scaler ton business très rapidement. ouais. Pour moi, Dubaï, c'est s'expatrier là-bas, c'est une opportunité. Mm. Clairement. Et du coup bah maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le Du coup, projet. voilà, on sait qu'on a beaucoup de messages sur Instagram, que ce soit des gens qui nous demandent bah, c'est quoi concrètement C'est quoi- votre projet, c'est quoi mais le projet, surtout j'aimerais commencer par te demander en fait d'où est venue l'idée en fait, comment on a eu l'idée vraiment de ce projet Ah, c'est marrant en plus. et c'est quoi en fait nos réflexions. En gros, pour expliquer un peu l'histoire, c'est déjà on se remettait vraiment en question sur le business de consulting et on s'est mis à lire des livres pour se démarquer de la concurrence. En gros, c'était vraiment pour trouver cet aspect de Ah ouais, se carrément. démarquer. Et du coup, Mathias va vous en parler, mais il a lu un livre sur stratégie Océan Bleu et on a fait des petits canevas stratégiques. Donc toi, tu peux leur en parler de toutes les stratégies, etc. Ouais, ce livre franchement il est vraiment incroyable en fait. Il t'amène une ouverture d'esprit mais de dingue, genre vraiment moi ça m'a trop aidé en fait que ce soit pour se démarquer de la concurrence, trouver une meilleure idée que ce que t'as et vraiment en fait avoir un coup d'avance sur vraiment toute la concurrence et ça franchement c'est incroyable. Du coup bah en fait après la lecture de ce livre donc, que je vous conseille vraiment de lire, vraiment il est incroyable. Après cette lecture là en fait j'ai concerté mon frère et je me suis dit mais gros faut vraiment qu'on trouve une autre idée, faut qu'on trouve une idée qui soit assez similaire mais une idée de dingue, genre une idée vraiment qui soit long terme. Parce qu'on était Et vraiment dans l'océan rouge en vrai. C'est vraiment ça le truc. Ouais, vraiment. En fait, c'est vraiment cet aspect océan rouge. En fait, on est dans l'océan rouge, donc avec toute la concurrence, on fait la même chose. Et vraiment essayer de créer un espace, un nouvel espace, en fait, un océan bleu, pour se démarquer de cette concurrence. C'est pas forcément l'idée du siècle. Une idée du siècle, ça peut être une petite idée pour se démarquer un petit peu de la concurrence, ou une énorme idée pour vraiment se démarquer aussi de la concurrence. Mais voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là que j'étais après avoir lu ce livre. Et du coup, on s'est concerté. Et là, on s'est dit, ben, gros, faut trop qu'on trouve une idée, même si on va dire que ce qu'on faisait, ça nous plaisait déjà. Hein, le consulting, ça nous plaisait déjà. On aimait en fait aider cette aide en fait. Ouais, à la personne qui veulent se lancer dans un business en ligne. Et c'est vrai que c'est là où est venue l'idée des freelances en fait. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, après, on s'est dit, bah, en fait, il y a de plus en plus de freelances qui vont être présents en 2025. Que ce soit des gens qui se lancent, qui sont indépendants, que ce soit des personnes qui sont des freelances déjà accomplis, qui sont des experts dans leur domaine. En 2025-2026, vraiment ça va exploser. pour toute la tranche, les tranches d'âge en fait, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes qui soient un peu plus âgées. Et en fait, on s'est dit, il y a cette problématique il n'y a pas vraiment un système qui est présent pour faciliter la vie. Voilà, faciliter en fait la vie des freelances, tout simplement. Même si voilà, il y a Fiverr qui est présent, je pense que vous connaissez, il y a Upwork, il y a même Malte, et vraiment ils font très bien leur job. Vraiment là-dessus, on n'a rien à dire. Le truc, c'est que du coup, à partir de cette idée-là, on s'est dit voilà, concrètement, on va expliquer le projet. Hein. On s'est dit, on veut faire en fait une partie formation où vraiment on va former en fait les freelances et une partie mise en relation. Donc, on voudrait vraiment en fait former les freelances sur des compétences actuelles et des micro-compétences actuelles. Donc, faire un truc qui est giga complet, mais vraiment, vraiment très complet sur ça. Et d'un autre côté, en fait, de la mise en relation. Donc, que ce soit des annonces comme sur Fiverr, Upwork, Malte, ou que ce soit en fait
directement nous qui faisons la mise en la mise en relation avec les entreprises. avec les entreprises. C'est ça qui est fou. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment fou. Nous, on veut vraiment avoir cette proximité-là avec nos clients, surtout au début. Et du coup, bah, cette idée, elle nous est venue. Et franchement, nous, on la trouve vraiment incroyable. Après, voilà, on vous dit pas tout parce que... On va faire un truc un peu futuriste, là on grossit un peu l'idée, mais c'est vraiment le but, c'est vraiment d'amener quelque chose de futuriste qui va être long terme. Et on croit vraiment en ce projet parce que de plus en plus de personnes vont se lancer. On sait que la France, c'était quand même on va dire un monde qui était plutôt fermé au business en ligne, mais de plus en plus, il y a une ouverture d'esprit et c'est vachement cool en fait. Et ça touche les jeunes, que ce soit des personnes qui sont même un peu plus âgées. Bah, franchement, je pense que c'est un projet qui est prometteur dans le sens où les personnes qui seront compétentes, bah, on va leur proposer, on va dire, un contrat sur un plateau d'argent. C'est un peu ça le... Ouais, c'est ça. Et puis des personnes en fait, qui se lancent aussi, c'est une aubaine pour eux parce que en fait, ils diront, mais il y a tellement une formation complète sur vraiment plein de compétences et sur toutes les micro-compétences recherchées sur les réseaux sociaux actuellement par des entreprises ou même par des infopreneurs. Et bon voilà, on vous dit honnêtement, on peut pas vous en dire plus encore et on comprend que ça peut être flou encore pour vous aujourd'hui, mais en fait on travaille sur ce projet que depuis décembre. Vraiment, honnêtement, entre nous deux, on a commencé en fait à élaborer toutes nos idées, à vraiment mettre en commun toutes nos idées, que depuis décembre. Et c'est pas qu'en fait c'est pas qu'on n'a pas envie que quelqu'un nous vole l'idée, parce que pour être honnête, même si quelqu'un nous vole l'idée, en fait, on est tellement sûr de nos idées et de nos compétences et ce qu'on peut faire en fait, et ce qu'on aimerait développer en général, que même si quelqu'un peut nous voler l'idée, on fera tellement un truc qui est grand et on fera tellement quelque chose de puissant que en fait, personne n'aura la vision. Personne n'aura la vision et personne ne pourra dépasser cette vision-là qu'on a. Donc nous, on est vraiment confiants là-dessus. Mais c'est plus en fait ce côté où on est encore en train de développer nos idées. Là, on est que mi-janvier. On est en train de développer nos idées et petit à petit, où en fait, on va mettre en place nos idées. On va vraiment être dans le concret. Là, on va pouvoir en parler. Là, ça va être incroyable. Franchement, on a trop hâte. On prépare plein de choses. C'est incroyable. Mais franchement, même sur Instagram, on est en train un peu de monter notre brand par rapport au pourcentage. Je sais pas si vous avez vu un peu les pourcentages. Chaque jour, on poste des petits vlogs. Toi, tu as eu l'idée des vlogs. Elle est partie d'où en fait cette idée? Pourquoi les vlogs et pourquoi pas d'autres vidéos en fait? En fait, déjà, pour partir de son contexte, en fait, on voulait faire des vlogs parce que déjà, en fait, on voulait être authentique. On a essayé en fait avant de faire des vidéos valeurs, faire des vidéos motivation, faire plein de types de vidéos. On a essayé tout type de vidéos et on a vraiment, en fait, on s'est vraiment retrouvé dans les vlogs parce qu'en fait, on est authentique, on est nous-mêmes. On partage notre passion pour notre projet. On partage en fait cette valeur du travail acharné, de la persévérance pour réussir. Et vraiment, c'est tout ce qu'on veut retransmettre en vrai sur les réseaux. Parce qu'à la base, on n'avait pas envie de se lancer. Enfin, on avait peur de se lancer plutôt avant. Et là, en fait, juste de faire des vlogs, de créer des vlogs, donner de la valeur aux gens même à travers les vlogs, parce que c'est possible de donner de la valeur à travers les vlogs. Comme on a dit au début, on n'a pas envie de faire des vlogs de lifestyle, d'influenceurs. On a vraiment envie de transmettre de la valeur ajoutée aussi à notre audience. Mais je trouve ça tellement incroyable. Et puis du coup, cette histoire aussi de pourcentage, en fait, c'est venu en fait tout simplement que notre projet, en fait, on compte le sortir fin mars, début avril, si on arrive vraiment à travailler dur et qu'on arrive à tout mettre en place. Et du coup, le 100% du coup de notre projet, et là où en fait on aura atteint les 100 vlogs, ce sera en fait la sortie de notre projet. Donc si vraiment tout se passe pour le mieux, on devrait le sortir le 26 mars, parce que le 26 mars, ce serait le 100e jour du vlog sur Instagram et sur TikTok. Donc... c'est pour ça qu'on fait le système de pourcentage, et en plus de ça on sent cette proximité en vrai avec les personnes qui nous regardent, et on a de plus en plus de messages, de retours. C'est incroyable, des gens qui veulent même travailler avec nous. Des gens même qui veulent travailler avec nous alors qu'ils nous connaissent vraiment même pas, qui nous voient que par rapport à nos vlogs. Et nous on prend vraiment le temps de répondre à tous les messages, parce que on sait que même nous avant, quand vraiment on hésitait à se lancer, qu'on s'y connaissait pas trop, on aurait aimé vraiment qu'on nous réponde à nos messages de soutien. Donc
direct. On fait de même et en fait on est vraiment très reconnaissant pour les personnes qui nous envoient de la force. Et encore, franchement, c'est que le début. Tout ce qu'on réserve en 2025, déjà, la sortie du projet des 100%, si on y arrive. Et déjà, ça va être énorme. Et aussi, on va pouvoir se développer sur YouTube. On va vous proposer pas mal de vidéos. Il y aura à peu près, là, il y a une autre vidéo qui va sortir. Là, en janvier, on compte sortir un petit vlog. Du coup, vraiment un vlog en fait où on vous montre qu'on travaille dur pour ce projet. On vous montre un petit peu l'envers du décor, un peu plus poussé que sur Instagram. On vous montre vraiment l'envers du décor de notre projet, ce qu'on prépare. On va dire c'est quoi notre journée en gros, qui est une journée totalement banale. Hein, c'est pas une journée lifestyle ou pas une journée d'influenceur. Vraiment, on veut vous montrer que vraiment on travaille dur tous les jours et on veut vous montrer qu'en fait c'est possible de réussir quand on travaille dur comme ça. Ouais, et en fait on a envie de documenter ça parce qu'on se dit si on réussit à mettre en place notre projet et que ça marche comme on veut et comme on a envie, et en fait on veut en fait avoir documenté ça avant que ça marche. Donc comme ça, les personnes elles pourront se reconnaître. Donc pour l'instant voilà et on va dire on pourra motiver une génération à vraiment travailler dur pour un projet qui leur tient vraiment à cœur en fait. Et franchement ça c'est plutôt incroyable. Trouver ce qui vous passionne vraiment c'est aussi le plus important. Donc voilà les gars. Et du coup pour ce qui est de YouTube aussi en termes de vidéos, j'aimerais te poser la question, pourquoi tu penses que YouTube va devenir un indispensable on va dire pour les business en ligne, parce qu'on voit pas mal d'entrepreneurs qui ont beaucoup on va dire d'abonnés sur YouTube mais pas beaucoup sur Instagram. Pourquoi ils arrivent à chiffrer en fait? Pourquoi tu penses que c'est game changer? Je pense que déjà c'est une très bonne question, mais je pense qu'en fait YouTube c'est vraiment ça va vraiment être le canal d'acquisition presque même numéro 1 en France, parce que en fait YouTube c'est incroyable parce qu'en fait c'est pas comme Instagram, TikTok ou même LinkedIn où en fait tu scrolles, tu tombes sur en fait la publication de quelqu'un d'autre. Là c'est vraiment t'as décidé de cliquer sur cette vidéo YouTube parce que ce mec-là t'a conseillé ou parce que voilà, en fait, t'as vraiment pris l'initiative de cliquer dessus. Donc, je pense qu'en fait, ça amène beaucoup plus de prospects qualifiés que de ramener des personnes sur YouTube. Parce qu'en fait, c'est intentionnellement qu'elles viennent sur ta vidéo et donc, en fait, elles savent pourquoi elles sont sur ta vidéo. Donc, en fait, inconsciemment, ça t'amène beaucoup plus de prospects qualifiés. Et pour moi, du coup, c'est pour ça que de plus en plus de personnes utilisent YouTube. Et même nous, on le fait parce que déjà, en fait, ça nous fait plaisir de transmettre nos valeurs et de parler un petit peu de notre projet. Et surtout pour vous motiver et pour vous montrer que c'est vraiment possible, en fait. Parce que voilà, nous, on est assez jeunes. Voilà, j'ai 20 ans. Lui, Grégoire, il a 18 ans. Donc, on veut prouver que, voilà, avec une mentalité à peu près comme la nôtre et un travail dur, voilà, c'est possible de réussir. Et de faire ce qu'on aime. Ok, franchement c'est cool. Déjà merci, ça fait déjà 30-40 minutes qu'on parle. On va arrêter ce podcast ici. Donc déjà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça nous ferait vraiment extrêmement plaisir. C'est notre tout premier podcast, donc franchement c'est on va dire pas facile forcément pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude. Là en fait on sait qu'on tourne cette vidéo maintenant parce qu'on va se dire voilà dans 6 mois on verra notre évolution et au début c'est sûr qu'on n'est pas à l'aise mais petit à petit ça viendra. Et voilà déjà je voulais te remercier déjà pour l'échange qu'on a eu. Je sais que voilà on prépare de grandes choses pour 2025, on prépare plein d'autres vidéos YouTube, que ce soit en février, en mars et même sur toute l'année. On va commencer à s'habituer et à vous habituer aussi à ce format YouTube. Donc franchement c'est cool. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc on vous mettra tout en description et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo YouTube les gars. Ciao.